Bonjour et bienvenue dans Demain à la Une, le magazine de la rédaction de France 24 qui aborde les sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons par les titres de cette édition. Les dirigeants européens rencontreront des représentants des partenaires orientaux les 21 et 22 mai à Riga pour parler coopération économique et politique. Une rencontre mal perçue par Moscou qui voilà un sommet anti-russe. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est attendu à Washington les 21 et 22 mai pour sa première visite officielle aux États-Unis. À l'ordre du jour, la coopération entre les deux pays, surtout face à la menace terroriste à laquelle fait face la jeune démocratie arabe. Bonjour, bienvenue avec nous dans ce nouveau numéro. J'ai le plaisir d'avoir avec moi un plateau 100% féminin. Notre spécialiste économique, Caroline de Camaret, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, aussi une spécialiste de l'économie européenne cette fois-ci. Bonjour Dominique Baillarde. Bonjour. Notre consoeur donc de RFI. Nous allons tout d'abord commencer effectivement par ce 4e sommet du partenariat oriental qui se tiendra à Riga les 21 et 22 mai. Bruxelles annonce que ce sommet est l'occasion de montrer que l'Union européenne est déterminée à maintenir ses relations encore plus étroites et des relations encore plus étroites et différenciées avec ses partenaires indépendants et souverains du partenariat oriental. Et je cite bien évidemment. Tout d'abord, Caroline, qu'est-ce que c'est que le sommet du partenariat oriental? Qui sont les pays qui sont concernés? Vous savez qu'en 2009, à Prague, les dirigeants européens se sont dit c'est le moment de développer la démocratie sur notre frontière Est. Alors évidemment, ils ont initié ce partenariat oriental avec Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Ukraine, Biélorussie. Tous ces noms résonnent chez vous. Ce sont les anciens satellites de l'ex-URSS et donc on comprend bien qu'on empiétait quelque peu déjà à ce moment-là sur ce que Moscou considérait comme sa sphère d'influence. Et à tel point que le dernier sommet s'est déroulé à Vilnius en novembre 2013 et il a eu des conséquences très graves, une guerre en l'occurrence, puisque vous vous souvenez que c'est le sommet où Viktor Yanukovych, qui était alors président de l'Ukraine, a refusé à la dernière minute, in extremis, sous la pression du Kremlin, de signer un partenariat, un accord d'association, et qu'à partir de là, ça a déclenché effectivement le mouvement Maïdan. Et à partir de là, on a peur de toute nouvelle rencontre des 28 avec leurs partenaires. Donc on a signé néanmoins, à la fin de l'année dernière, des accords d'association, non seulement avec l'Ukraine, mais aussi avec la Géorgie et la Moldavie. 3 sur 6, les 3 autres ne veulent pas passer Moscou. Et donc, il s'agit à la fois d'avoir un programme économique en commun, d'essayer d'ouvrir un grand marché qui s'étendrait plus à l'Est. Et puis, certains en attendent des choses très concrètes. Par exemple, les Ukrainiens et les Géorgiens voudraient des visas pour voyager plus facilement vers l'Union européenne. Et là, la Commission européenne a d'ores et déjà répondu que non, c'était pas pour cette fois-ci. Dominique, justement, les discussions lors de ce sommet des 21 et 22 vont porter, donc, comme je le disais en titre, aussi sur des projets de coopération économique. Est-ce que c'est la porte de l'économie un peu par laquelle essaye d'entrer Bruxelles, à défaut de proposer peut-être des adhésions à ces pays-là? Alors justement, ces propos sont assez alambiqués, puisque d'un côté, on leur propose un rapprochement, mais pas trop quand même, parce que l'Union européenne n'a pas les moyens, n'a pas la volonté politique de les intégrer. Alors on peut se demander si cet objectif de l'Union européenne est compatible avec les attentes de ces États. Parce que certains, comme Caroline le disait, ont déjà signé pour un rapprochement très net avec l'Union européenne. Et ceux-là, ils aimeraient bien y entrer. C'est le cas de l'Ukraine, c'est le cas de la Moldavie. La Géorgie aussi, qui est un peu le bon élève. Il y a des pays qui sont réservés parce que leur économie dépend vraiment plutôt de l'économie russe. C'est par exemple le cas de la Biélorussie, qui a été sauvée de la faillite par la Russie il y a quelques années. Elle doit beaucoup à Moscou. Pas question comme ça de se tourner subitement vers l'ouest. Et puis, on a aussi les pays plus au sud qui, eux, se demandent vraiment s'ils ont intérêt à entrer dans cette Union européenne. On a vu que l'Arménie a dit finalement non merci. L'Azerbaïdjan dit pourquoi pas, mais c'est un pays relativement riche et pour entrer dans ce club de l'Union européenne, ou du moins simplement pour s'en rapprocher, eh bien, il faut changer la règle du jeu. Est-ce qu'un pays qui est tout de même gouverné par une équipe qui
n'est pas vraiment démocratique, a vraiment envie de faire ce type de réforme. Et on voit aujourd'hui, en ce qui concerne l'économie de ces pays, eh bien, qu'elle est très impactée par les sanctions qui ont été prises par Moscou. Ça démontre bien à quel point ils sont encore très dépendants plutôt de l'ex-Union soviétique, de l'ex-grand frère soviétique. Hein. Parce qu'il faut savoir que ce soit les Moldaves ou les Géorgiens, il y en a encore beaucoup qui travaillent en Russie et qui envoient de l'argent à leur famille. Et ça, c'est très important pour l'économie de ces pays. De tourner un peu le dos à la Russie. Caroline, le règlement des conflits dans la région sera également à la tête de l'ordre du jour de cette rencontre, de ce sommet. Ce qui nous amène peut-être à parler effectivement de la crise en Ukraine. Oui, parce que pendant le sommet, effectivement, la crise et même la guerre continue. Après un bref entretien avec son homologue ukrainien, François Hollande a déclaré jeudi dernier qu'il y avait risque d'un nouvel embrasement avec des violations inacceptables du cessez-le-feu survenu dans l'est du pays. Et ce, malgré l'accord de Minsk, accord effectivement qu'il a généré avec Angela Merkel, avec Vladimir Poutine, avec Petro Poroshenko dans ce format à 4 de Normandie. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses qui doivent faire référence aujourd'hui dans tout ce conflit et qui nous amènent jusqu'à fin 2015 avec l'idée qu'enfin l'Ukraine pourrait aller jusqu'à contrôler sa frontière extérieure à l'Est. Et donc tout cela est soumis à un certain nombre de sanctions imposées par l'Union européenne à Moscou. C'est la stratégie des sanctions dont on va savoir aussi si elle doit être renouvelée pendant l'été, justement en fonction de ce qui se passe encore à l'Est et si la frontière est en train d'être sécurisée ou non. Mais vous voyez que cette fois-ci, bien sûr, au sommet de la fin de la semaine prochaine, il y aura bien sûr forcément une rencontre au moins entre Angela Merkel, François Hollande et Petro Poroshenko sans Poutine pour parler de où en est-on de ce dossier ukrainien, que peut-on faire de plus, des sanctions qui ont commencé à produire des effets économiques forts sur Moscou et on voit bien d'ailleurs que Moscou continue à nouer le dialogue malgré tout dans cette crise ukrainienne. Dominique, en attendant, on a l'économie ukrainienne qui est en chute libre, hein, qui s'effondre. Les experts de l'hebdomadaire britannique The Economist nous disent aujourd'hui que l'économie ukrainienne a été et a affiché en 2015 les pires résultats au niveau mondial. Oui, tout à fait. C'est une descente aux enfers et on ne voit pas vraiment quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Vendredi, le gouvernement ukrainien a publié les statistiques officielles. Au premier trimestre 2015, en rythme annuel, la récession est de moins 17,5%. Moins 17,5%. C'est un pays qui a perdu 20% de son produit intérieur brut depuis le début du conflit. C'est un pays qui n'était pas très endetté. Aujourd'hui, eh bien, il se met à genoux pour demander une restructuration de sa dette. C'est un pays qui, évidemment, a besoin de l'aide du FMI. Le FMI a mis en place une aide de l'ordre de 17 milliards de dollars, c'est pas rien. Et c'est un pays qui ne voit pas vraiment quel est son avenir, puisque la majeure partie de l'industrie est située à l'Est. Elle est maintenant aux mains, plus ou moins, des séparatistes. Elle est très dépendante des commandes russes. Elle est dépendante, par ailleurs, des autorités de Kiev pour les autorisations d'exportation. Donc, c'est une économie qui est complètement bloquée. Heureusement, à l'ouest, l'agriculture fonctionne encore plutôt bien. Caroline, la Russie a déclaré que le sommet du partenariat oriental à Riga serait donc un sommet anti-russe et que Moscou y réagirait avec fermeté. Est-ce que c'est le cas réellement? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il se situe à Riga? Tout simplement parce que nous sommes pendant la présidence lettonne, donc oui. Riga, capitale de Lettonie, de l'Union européenne pour 6 mois. Et vous savez que ces pays baltes qui ont fait partie de l'URSS sont, avec la Pologne et les pays de l'Est, les plus anti-Moscou. Ça, c'est avéré. Simplement, évidemment, le ministre des Affaires étrangères de Lettonie a précisé que ça n'était pas du tout un sommet anti-russe. Et chaque fois qu'il y a finalement présence des 28 avec ce front de l'Est, eh bien, c'est toujours perçu par Moscou officiellement comme une provocation
provocation. Pourquoi? Parce que Moscou a intérêt à entretenir cette confusion entre se rapprocher du club européen, se rapprocher de l'Union européenne et peut-être se rapprocher de l'OTAN, qui est donc l'organisme militaire véritablement. Et donc Vladimir Poutine aussi entretient cette vision finalement géopolitique de ce qu'il a perdu par rapport à l'URSS comme sphère d'influence, de ce qu'il faut qu'il regagne, de comment il faut finalement compenser ces dommages pour la Russie et qu'il faut tenter de conserver cette influence même en faisant peur, puisque la peur est une bonne façon de régner. Alors il faut rappeler aussi que Vladimir Poutine, pour l'instant, il est soutenu plutôt dans les sondages par son peuple, même si, je le disais, les sanctions économiques vis-à-vis de Moscou ont heurté l'économie russe, même l'économie européenne aussi, qui a accepté, y compris l'Allemagne, grand pays qui était très exportateur vis-à-vis de Moscou, qui a accepté de prendre ce risque-là, de faire du mal à sa propre économie, parce qu'il considérait qu'il y avait nécessité de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc vous voyez qu'on en est à cette vision géopolitique d'un espace pan-européen qui est très cher aux Russes. On ne touche pas à mes anciens satellites. Et côté européen, peut-être une petite maladresse en disant on va inclure tout le monde dans un grand espace économique pour que la paix et la démocratie règnent. Et le résultat, c'est quand même qu'on a une guerre en Ukraine avec un bras de fer qui est très direct. Donc c'est une question quand même géopolitique plus que réelle. Est-ce que Moscou, vraiment, pour Moscou, ce sommet représente réellement un danger, ou est-ce que c'est une manière quand même juste de marquer un territoire ? Mais c'est la rhétorique de Vladimir Poutine qui est attachée à cette idée de défendre le nationalisme, qui d'ailleurs lui rapporte électoralement, il faut le dire, qui est attachée aussi à cette idée que finalement on ne rentre pas dans une autre sphère d'influence, même très économique. Le club européen est très démocratique d'ailleurs, sans son autorisation, sans qu'il participe aux discussions. Et on voit bien qu'il y a à la fois 2 pas en avant, 3 pas en arrière des Européens qui, à l'origine du problème, ne l'ont pas mis dans la boucle quand il s'est agi de négocier avec l'Ukraine, et aujourd'hui se disent on ne peut pas vraiment faire de rapprochement économique sérieux sans parler avec Moscou aussi. Merci beaucoup Caroline de Camaret pour toutes ces explications. Merci Dominique Bayard d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous retrouve juste après le bulletin d'information pour parler de la visite officielle du président tunisien à Washington. À tout de suite.